Nous allons commencer ce cours d'optique qui est constitué de 3 chapitres, en commençant par le premier chapitre O1 qui va traiter de l'onde lumineuse et de l'approximation de l'optique géométrique. Alors en optique, on s'intéresse essentiellement aux propriétés de la lumière, au sens large, parce qu'on va parler de propagation et de traitement de la lumière par des instruments. On va séparer l'optique en deux sous-domaines, l'optique géométrique, qui va être traitée en première année de prépa, et dans lequel on va parler de la propagation des rayons lumineux, ainsi que de leur traitement par des systèmes optiques, et puis lorsqu'on va associer des systèmes optiques, on va fabriquer des instruments d'optique. En deuxième année, on va traiter de l'optique physique, qui s'appelle également optique ondulatoire, et on étudiera cette fois-ci l'optique comme une onde, donc ça va nécessiter des traitements assez différents de ceux qu'on va utiliser en première année. Alors, dans cette première partie, on va quand même expliquer ce que c'est que la lumière, et donc on va traiter de l'aspect de l'optique sous forme d'onde lumineuse. Si on fait un petit peu d'histoire, on se rend compte que l'optique géométrique est une science extrêmement ancienne. On a des traces d'expériences à base de miroirs qui permettent de faire disparaître des objets à l'époque de la Chine taoïste. On a également des traités d'Euclide notamment qui montrent que le tracé des rayons et la propagation des rayons lumineux est assez bien comprise. En revanche, la vision, elle, est un phénomène qui n'a pas été compris. À l'époque d'Euclide, Euclide imagine que ce sont des petites billes qui sont émises par l'œil et qui viennent frapper les objets. Autrement dit, ces tracés géométriques sont justes, mais le sens de la lumière n'est pas convaincant. Au contraire, Alhazen imagine lui que ce sont plutôt des choses qui ont été émises par les objets et qui viennent frapper l'œil. Ce qui est effectivement ce que l'on admet aujourd'hui. S'il vous plaît, d'ailleurs, essayez de ne pas avoir la vision d'Euclide. Vous êtes normalement plutôt au XXIe siècle. Outre les débats sur l'origine de la vision, on a également eu des grosses controverses sur la nature de la lumière. Se posait alors la question d'une nature plutôt corpusculaire de la lumière ou d'une nature ondulatoire. Alors Newton notamment était persuadé que les couleurs contenues dans la lumière blanche étaient liées à la masse des petits corpuscules, donc des petites billes qui étaient à l'origine de la lumière. Au contraire, Huygens a proposé, suite à Hooke, une théorie plutôt ondulatoire dans laquelle les couleurs étaient liées à la fréquence des ondes. Alors, la théorie de Huygens, Fresnel et autres a plutôt prévalu au XIXe siècle, jusqu'au début du XXe siècle, puisque à ce moment-là, Einstein est apparu, et sa théorie du photon revient à une théorie corpusculaire, si ce n'est qu'évidemment, le photon n'ayant pas de masse, la couleur n'est pas liée à la masse du photon, évidemment. Alors si on revient maintenant à l'optique géométrique, on se rend compte qu'elle a essentiellement été développée lors de la Renaissance. À cette époque, on reprend les travaux menés par Euclide et Alhazen. On va développer déjà toute une idée de la perspective dans les arts, et puis c'est aussi au XVIe siècle l'époque du développement des premières lunettes astronomiques qui nécessitaient quand même des meilleures capacités de fabrication des lentilles. Et à partir du moment où on a des meilleures lentilles, on peut commencer à observer des choses. Donc on a une des premières lunettes astronomiques ici à gauche, qui a permis effectivement des observations astronomiques. Et puis également au XVIIe siècle, l'apparition des microscopes, avec notamment le premier microscope par Hooke. Alors je vous ai dit, l'onde lumineuse sera abordée essentiellement en spé. Néanmoins, il faut quand même qu'on connaisse quelques petites choses sur cette onde, puisqu'on a besoin des grandeurs qui sont associées aux ondes lumineuses.
Donc une onde lumineuse, d'abord, c'est une onde de nature électromagnétique. Ça veut dire que c'est une onde qui est représentée par un ensemble de deux vecteurs, le vecteur champ électrique, vecteur E, et un vecteur champ magnétique, vecteur B, et ces deux vecteurs dépendent à la fois de l'espace et du temps, ce qui est normal puisque ici il s'agit d'une onde. Alors cette onde électromagnétique va se propager dans le vide avec une vitesse qui s'appelle la célérité de la lumière, petit c, équivaut 3 puissance 8 mètres par seconde. Cette onde électromagnétique, puisque c'est l'association d'un vecteur E et d'un vecteur B, c'est une grandeur vectorielle, et c'est une grandeur vectorielle qui va être capable de transporter de l'énergie en se propageant, y compris dans le vide. Alors, on va écrire cette onde lumineuse souvent sous la forme de son vecteur E, le vecteur B étant associé à E, et ils sont reliés entre eux par des équations de Maxwell, que vous verrez l'année prochaine. Donc ce vecteur champ électrique, je vais l'écrire sous la forme d'un E0 fois cosinus oméga t moins kz plus phi. Si je l'écris comme ça, alors je suis en train de décrire une onde plane, progressive, harmonique voulant dire monochromatique. Donc harmonique qui veut dire monochromatique, c'est la même chose. Cette onde va être caractérisée par une pulsation oméga, qui est unique, et c'est en ceci qu'elle est monochromatique, une seule couleur, puisque oméga est associé à la couleur, ou harmonique veut dire une seule pulsation. Donc, une onde avec une seule pulsation est appelée harmonique ou monochromatique. Elle est progressive parce qu'ici, avec un terme en oméga t moins kz, ça veut dire qu'elle va se propager dans le sens des z croissants. Donc on verra ça dans le cours des ondes. Et puis, elle est plane. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué. Bon, c'est un type d'onde. Vous verrez ça l'année prochaine. Pour l'instant, nous, on s'intéresse aux ondes planes progressives monochromatiques ou ondes planes progressives harmoniques. En fait, il n'y a pas grand-chose à comprendre là-dedans puisque c'est essentiellement du problème de spé. Il faut juste qu'on soit d'accord sur ce terme de onde plane progressive harmonique. Ça correspond à une onde de ce type-là. Alors, si jamais votre onde se propage dans le vide, on peut associer à cette onde une période temporelle, t, qui vaut 2pi sur oméga, et une fréquence qui est notée nu au lieu de f en optique, et qui vaut 1 sur t. Donc là, rien de nouveau. On peut également associer à cette onde une période spatiale. Alors, cette période spatiale va être associée au petit k qui est devant le z. Et on a lambda 0, qui est la période spatiale, qui vaut 2pi sur k, si on est dans le vide. Et dans ce cas-là, 2pi sur k vaut c fois t. Donc lambda 0 égale c fois t, donc des choses que vous avez déjà vues l'année dernière. Ok, donc ces résultats viennent de l'étude des ondes lumineuses. On peut également représenter cette onde lumineuse par une onde E plus l'onde B, donc les deux étant associées. Ces ondes sont des ondes transverses, puisque l'onde se propage ici selon l'axe Z, alors que E est orienté selon l'axe X, B est orienté selon l'axe Y, donc les déformations sont dans les axes, selon les axes transverses. Et puis, on peut repérer que, en fait, le K ici est associé à un vecteur K qui correspond à la direction de propagation de l'onde. Donc là, on a à peu près tout ce qu'il faut savoir sur l'onde lumineuse pour pouvoir avancer en optique géométrique. Alors, on va voir ce qui change lorsque on n'est plus dans le vide, mais maintenant dans un milieu transparent. Et dans ce cas-là, la vitesse de propagation de l'onde lumineuse change, puisque c'est elle qui dépend du milieu traversé. Dans le vide, l'onde lumineuse se propage à la vitesse c. Dans un milieu matériel d'indice n, l'onde va avoir une vitesse v égale c sur n. V est toujours plus petit que c, ce qui signifie que l'indice de réfraction petit n est toujours plus grand que 1. On retiendra les valeurs suivantes. L'indice dans le vide, du coup, est égal à 1, de façon à ce que v soit égal à c. L'indice dans l'air,
vaut 1,0003, autrement dit, on prendra 1 comme valeur d'indice de réfraction de l'air, et puis l'indice de réfraction de l'eau vaut 1,33, donc on le retiendra. Autre chose, l'indice de réfraction du verre vaut à peu près 1,5, donc ça, il s'agit de verre commun. Si vous êtes prêt à payer un petit peu plus cher, vous allez pouvoir fabriquer des indices de verre jusqu'à 1,7, donc on s'attend à avoir des indices de verre entre 1,5 et 1,7. Après, il faut savoir ce qu'on cherche pour savoir si vous avez besoin d'augmenter l'indice de réfraction du verre ou pas. Votre verre sera plus cher à fabriquer dans ce cas-là, mais on peut monter jusqu'à 1,7. Alors, on va dire que le milieu est plus réfringent si son indice de réfraction est plus élevé. Donc on va passer d'un milieu moins réfringent à un milieu plus réfringent si on passe d'un milieu d'un indice N1 à un autre milieu d'indice N2. Autre chose, on a dit que la couleur était associée à la pulsation de l'onde. Or, la pulsation de l'onde est directement liée à la fréquence de l'onde, ou à la période de l'onde. Donc oméga, F, T, tout ça c'est associé à la couleur. Mais lambda, la longueur d'onde, va dépendre de milieu. Donc lambda vaut V fois T, alors que lambda dans le vide valait C fois T. On en déduit que la longueur d'onde dans le milieu vaut la longueur d'onde dans le vide divisée par N. Donc il suffit pour cela de remplacer V par C sur N, et on obtient directement lambda dans le milieu égale lambda 0 sur N. Ça veut dire que la longueur d'onde n'est pas associée à la couleur de l'onde lumineuse. La couleur reste associée à oméga, et donc à F ou nu et T, mais pas à la longueur d'onde. Alors c'est un petit peu bizarre parce qu'on vous parle toujours de longueur d'onde de laser. C'est idiot, puisque votre laser n'a pas une couleur qui change lorsqu'on va traverser un certain milieu. Ça veut dire que quand on vous donne 633, la longueur d'onde du laser hélium-néon, en fait, on est en train de dire longueur d'onde dans le vide égale à 633 pour le laser hélium-néon. Donc là, il s'agit d'un abus de langage qui est un petit peu délicat, parce que en fait, on parle de longueur d'onde dans le vide, et on ne dit que longueur d'onde. Donc moi, je vais essayer de parler de longueur d'onde dans le milieu, quand il ne s'agit pas de longueur d'onde dans le vide. Une autre définition va définir un matériau dispersif. Un matériau est dit dispersif si son indice de réfraction dépend de la longueur d'onde. Alors ce sera notamment le cas dans le verre, puisqu'on a un indice qui dépend de la longueur d'onde selon la loi dite de Cauchy, qui est une loi empirique, et qui donne n de lambda 0, qui vaut A plus B sur lambda 0 carré, avec lambda 0, la longueur d'onde dans le vide. Alors, ça nous permet d'avoir une loi qui est relativement facile à utiliser. On peut noter aussi que si on ne fait pas beaucoup varier la longueur d'onde dans le vide, on va pouvoir considérer que l'indice est constant, n vaudra à peu près A. Mais en revanche, si on commence à faire varier grandement la longueur d'onde, il va falloir prendre en compte cette dispersion. Et effectivement, si on veut tracer l'indice de réfraction n en fonction de la longueur d'onde dans le vide, donc tout ça ce sont des longueurs d'onde dans le vide, hop, on s'aperçoit que, donc là les mesures sont effectuées sont représentées avec les croix rouges, et on a effectivement un indice qui dépend quand même pas mal de la longueur d'onde, même dans le visible seulement. La loi de Cauchy est figurée en bleu, donc elle correspond fortement à ce qu'on a mesuré, au moins dans le domaine visible, et puis dans les plus basses longueurs d'onde. En revanche, si on s'écarte un petit peu de ce domaine visible un petit peu trop, on voit que la loi de Cauchy fonctionne pas si bien que ça. Donc on a à nos dispositions une loi un petit peu plus compliquée et complète, qui est la loi de Sellmeier, mais on n'en a pas du tout besoin à ce stade, surtout que nous on travaille essentiellement dans le visible. Donc on peut se contenter largement de cette loi de Cauchy. Donc ce verre BK7, c'est le verre hyper standard, avec un indice de l'ordre de 1,5. Donc c'est celui qui coûte vraiment peu cher, et qu'on utilise de façon vraiment standard.
Alors on verra au mois de juin, quand on parlera réellement de la naissance de la physique quantique, que au début du XXe siècle, la nature ondulatoire de la lumière a été remise en cause, puisque un certain nombre d'expériences ne pouvaient pas être expliquées par cette nature purement ondulatoire de la lumière, et Einstein a proposé le photon, qui a une masse nulle, qui se propage à la vitesse de la lumière dans le vide, donc C égale 3 × 10⁻8 mètres par seconde, et qui transporte un quantum de lumière lié à sa fréquence, E égale h nu, avec h, la constante de Planck, qui vaut 6,63 × 10⁻34 joules par seconde. Alors pour le moment, c'est absolument tout ce qu'on a besoin de savoir sur le photon, ça nous suffira largement, puis on ira un petit peu plus loin en juin. Dans tous les cas, nous, on s'intéresse à l'optique géométrique. L'optique géométrique, c'est la propagation des rayons lumineux. On va quand même regarder à quoi correspond un rayon lumineux. Et puis, il faut quand même qu'on fasse le lien avec le photon. Alors, si on revient sur notre représentation de l'onde plane progressive harmonique, eh bien, on se rend compte que ce qui nous donne un accès à la définition de rayon lumineux, c'est le vecteur k. En fait, le vecteur k nous donne la direction et le sens de propagation de l'onde lumineuse. Et en fait, ce vecteur k va être tangent en tout point à ce qu'on appelle le rayon lumineux. Donc, finalement, c'est le chemin des photons. Donc on a bien un lien entre optique photonique, optique ondulatoire et le rayon lumineux de l'optique géométrique. Alors une chose qui va peut-être un petit peu moins vous plaire, c'est que vous êtes censé connaître les ordres de grandeur et les noms des différentes ondes électromagnétiques qui ne sont pas forcément des ondes de type ondes lumineuses. Les ondes lumineuses, ce sont celles qui correspondent au visible, donc on est avec des longueurs d'onde dans le vide entre 400 et 800 nanomètres. On a aussi quand même le proche UV et le proche infrarouge. Mais vous devez quand même maîtriser l'ordre de grandeur des rayons gamma, des rayons X, des rayons UV, etc., des micro-ondes et des ondes hertziennes. Je tiens quand même à vous dire que pour les micro-ondes, l'ordre de grandeur des longueurs d'onde dans le vide n'est absolument pas de l'ordre du micromètre. D'accord, on est plutôt de l'ordre du centimètre ou de la dizaine de centimètres pour les micro-ondes qu'on utilise. Voilà, donc tout ça est à connaître. Les ordres de grandeur des ondes lumineuses aussi. Remarquez aussi que, donc on retiendra que l'ordre de grandeur des fréquences des ondes lumineuses est à peu près de 6×10⁻14 Hz, donc 600 THz. Pour le retrouver, c'est pas très compliqué, puisque lambda 0 vaut C sur nu, donc nu vaut C sur lambda 0. Et puis, il va falloir également quand même associer à des longueurs d'onde de différentes couleurs. Alors là, c'est pas toujours très clair, parce que, là, regardez, par exemple, j'ai mis le bleu sur 500 nanomètres. Bon, c'est quand même le bleu-vert. Le vert à peu près sur 550 nanomètres, le jaune début du 600, le rouge à 650. Bon, l'idée étant de savoir où vous mettez les pieds à peu près. Toujours est-il que le minimum à savoir, c'est que, évidemment, les longueurs d'onde dans le vide pour le visible sont entre 400 et 800 nanomètres. Du côté de 400 nanomètres, vous avez le bleu, du côté de 800, vous avez le rouge, et que, au-delà du rouge, vous avez l'infrarouge, au-delà du bleu, vous avez l'ultraviolet.